Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle édition du GTV d'ailleurs. Comme vous le savez, chaque vendredi on élargit le spectre sur TV Finance et nous abordons des sujets en lien avec l'actualité économique, sociale et culturelle. Justement, vous savez, comme à notre habitude, on démarre cette émission avec un focus particulier sur l'actualité internationale et tous ces articles dont nous allons traiter, vous pouvez les retrouver sur le site internet www.vuedailleurs.com. À l'international, cela fait un mois jour pour jour que la Russie a lancé une offensive sur le territoire ukrainien. Il ne s'agira pas ici de vous égrener le lourd bilan humain, d'autres le font très bien tous les jours. Nous allons tenter au contraire de vous expliquer pour quelles raisons Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. Et comme vous le savez certainement, il ne s'agit pas de dénazéifier et démilitariser le pays. La raison la plus évidente est le retour de la Grande Russie. Le président russe veut rétablir une zone de protection autour de son pays et cela passe par une zone d'influence sur les pays de l'ex-URSS dont l'Ukraine faisait partie mais qui a pris son indépendance en 1991. Dès lors, nous sommes en droit de nous demander s'il existe une liste secrète de pays que Vladimir Poutine souhaiterait annexer. Eric Biegala, grand reporter, pointe le fait que lors d'une émission en direct à la télévision biélorusse, le président Alexandre Loukachenko, allié principal de Vladimir Poutine, a fait une présentation du plan d'attaque sur l'Ukraine. Sur ce plan d'attaque, on voyait très bien les offensives qui sont en cours et on voyait aussi une offensive russe qui est, semble-t-il, en préparation et qui viserait la Moldavie, pays coincé entre la Roumanie et l'Ukraine, et qui serait le prochain objectif de l'armée russe si toutefois elle arrivait à prendre l'Ukraine dans sa totalité, ce qui n'est pas encore le cas. On marque une première pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite de votre JT Vue d'ailleurs. La France va-t-elle devoir faire face à une crise alimentaire ? Avec le conflit en Ukraine, les prix des denrées alimentaires ont explosé. L'Ukraine et la Russie sont en effet les greniers de l'Europe et constituent à eux deux 15% de la production mondiale de blé et près de 30% des exportations. Lors d'une interview accordée à France Bleu mardi dernier, mardi 22 mars, le président de la République Emmanuel Macron a indiqué qu'il souhaitait mettre en place une aide pour les ménages à revenus moyens et faibles. Cette aide prendra la forme de chèques alimentaires pour aider les ménages à affronter la hausse des prix. Mais les répercussions se feront également ressentir dans le monde entier. En effet, selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, nous serons confrontés bientôt à une crise alimentaire mondiale. Il a précisé que le conflit en Ukraine pourrait potentiellement déclencher une famine si les agriculteurs ne sont pas en mesure de poursuivre leur travail. La France devrait proposer une initiative de solidarité internationale pour utiliser les stocks disponibles face au risque de crise alimentaire, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient, a déclaré mercredi le chef de l'État Emmanuel Macron. À toute fin utile, je vous rappelle que les printemps arabes qui se sont produits dans de nombreux pays du monde arabe tirent leur source de manifestations contre la hausse des denrées alimentaires. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite de votre JT Vue d'ailleurs. En ces temps difficiles, il est important de se savoir privilégié et que dans le fond, nous ne sommes peut-être pas tant que cela à plaindre. J'en veux pour preuve la publication d'une étude annuelle sponsorisée par les Nations Unies et qui établit un classement des pays les plus heureux. Il s'agit du World Happiness Report et en 2022, la France atteint son meilleur rang et entre dans le top 20. Alors je vous vois arriver et me dire que finalement, être 20e sur 150, c'est nul. Peut-être en effet, mais c'est toujours mieux que les 87% restants puisque ce classement, comme je vous le disais à l'instant, est calculé sur 150 pays. L'enquête, publiée depuis 2012, utilise principalement des sondages demandant aux habitants leur propre niveau de bonheur, croisé avec le PIB, et des évaluations concernant l'espérance de vie en bonne santé, le niveau de solidarité, de liberté individuelle et de corruption, pour aboutir à une note globale. Sans surprise, cette étude consacre les pays nordiques puisque la Finlande, le Danemark et l'Islande trustent les 3 premières places. Mais le monde des bisounours semble arriver à son terme. Je vous rappelle que la Finlande a un voisin belliqueux et paranoïaque et ce qui était impensable il y a 20 ans, c'est-à-dire l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, devient un scénario de plus en plus crédible. Adieu le bonheur pour les Finnois.
Nous allons marquer une pause dans notre JT Vu d'ailleurs et on passera juste après à l'actu économique et sociale avec notre invité Baudouin Capel, gérant du château de Beaugard. Je vous rappelle, à toute fin utile, que c'est une interview qui a été enregistrée le 23 juillet 2021. Bonne fin de journée sur TV Finance, au revoir. Merci à toutes et à tous de rester fidèles au jtdevudailleurs.com. Avant de refermer cette émission, on va parler de culture et de patrimoine, peut-être le meilleur moment. On va voyager dans l'espace et dans le temps. On va prendre la direction du château de Beaugard, un château situé dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Notre guide aujourd'hui s'appelle Baudouin Capel, vice-président des Amis du château de Beaugard. Bonjour à vous Benoît Capel, merci d'être avec nous dans ce jtdevudailleurs.com. Pour commencer, j'aimerais que vous nous racontiez la genèse de ce château de Beaugard, un château que je tentais de localiser. On est, je crois, 20 km au sud de Saint-Brieuc, sur la commune de Quessoy, dans les Côtes d'Armor. Et vous allez nous aider à préciser tout cela. Et d'abord, qui dit château de Beaugard dit forcément famille de Beaugard à l'origine. Tout à fait. Et ce lieu est un lieu qui est très ancien, puisque viendrait de bog, c'est l'enveloppe de la châtaigne, et le verbe ardere en latin, brûler. Donc ce serait un bois de châtaignier qui aurait été brûlé pour progressivement implanter ce château. Sa première mention date de 1274. C'est un manoir pour lequel le propriétaire s'engage à verser des dîmes, c'est-à-dire un impôt, pour l'abbaye de Saint-Mélène à Rennes. Ce château va subsister, va donner son nom à la famille de Beaugard également, qui va être sur place pendant plusieurs siècles. Un événement important se produira à l'époque juste avant la Révolution, puisque le propriétaire de cette époque-là est un homme qui a vécu à Versailles. Il a été page, il a été très, impliqué dans l'esprit des Lumières, et il sera notamment également sous une influence de la franc-maçonnerie de l'époque. Et à ce moment-là, il va bouleverser, comme la société va être bouleversée, on va quitter le carcan de la monarchie absolue. Lui, il va quitter le carcan d'un manoir breton traditionnel avec les cours, les avant-cours, les remparts, etc. Et il va faire un château totalement ouvert à la société. Et donc c'est le château tel que l'on le voit aujourd'hui, donc dans cette région de Bretagne au sud de Saint-Brieuc, à quelques kilomètres de Saint-Brieuc, de Lamballe et de Montcontour. Et c'est un château qui est une métaphore symbolique sur les idées maçonniques, mais également donc la course du soleil, par exemple, avec un parallèle avec la course de la vie de l'homme. Alors on va en parler, Baudouin. Donc ce château a été transmis de génération en génération. Au milieu de cette histoire séculaire, est-ce qu'il y a des personnages historiques éminents qui sont passés par le château de Beaugard au fil de ces 8-9 siècles d'histoire de ce château ? Alors, on a un personnage qui était François de Lanoux, qui est cousin donc de ceux qui vont posséder ce château également, et qui était compagnon d'Henri IV. Il était protestant, et il a été envoyé par Henri IV pour pacifier la Bretagne au moment des guerres de la Ligue. Et les guerres de la Ligue étaient des guerres donc entre les catholiques ultra et ceux qui s'opposaient, catholiques ultra qui s'opposaient à l'avènement d'Henri IV, et ceux qui protégeaient cet avènement. Et les guerres de la Ligue ont été soutenues par les Espagnols financièrement et par les Anglais de l'autre côté. Donc c'était un personnage qui était très important. Il était à la cour royale, et il va mourir à Montcontour, donc c'est-à-dire à quelques kilomètres de Beaugard. Et on l'appelait le Bayard huguenot. Alors, je reviens à l'histoire de ce château transmis donc de génération en génération, avant d'être vendu au siècle dernier, je crois, à votre famille. Absolument. Et sur les 800 ans d'histoire de ce lieu, c'est la première vente qui interviendra réellement. Il y aura une vente qui était une vente fictive au moment de la vente des biens nationaux, puisque le propriétaire était parti en immigration, mais c'est une vente fictive à une cousine. La véritable vente, c'est celle qui intervient donc au milieu du XXe siècle, à ma famille, et c'est la seule fois en 800 ans. Qu'est-ce qui a motivé, alors je vais oser le terme horrible, mais qu'est-ce qui a motivé cet investissement, si je peux oser ? Parce que ma famille est originaire de Normandie, et mon père n'avait pas eu la propriété familiale. Donc mes parents ont recherché quelque chose qui soit à proximité de la mer. Ils ont eu le coup de foudre pour cette propriété, et c'est comme ça qu'ils ont investi. Donc moi j'ai passé toute ma jeunesse à Beaugard, j'ai fait mes études ensuite à Rennes, voilà. Et je suis avec mon frère
investi sur Bogart depuis, par la transmission, je dirais, successorale. Et de mon côté, ainsi de mon frère, qui est à côté de nous, nous préparons la transition pour la génération suivante. Et c'est pour ça que vous avez mon neveu qui m'encadre également. Vous avez donc reçu ce château en héritage, il fait partie de l'ADN de votre famille, on l'a bien compris. Quelle est votre relation à vous, à ce château? Qu'est-ce qui le rend si spécial à vos yeux? Ce qui est spécial, c'est que je trouve pour moi qu'il est très symbolique. Il est symbolique de toute l'évolution de la société. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand il y a eu cette rupture au moment de la guerre de la Révolution. Et je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, il est symbolique également par son ouverture d'esprit, par le fait qu'il reçoit beaucoup de gens pour des manifestations qui peuvent être des manifestations de mariage. Ça peut être il y a tout un côté économique, mais il y a également un côté culturel. Et puis, il y a un côté social également, donc que l'on peut développer si vous souhaitez, pour expliquer un peu tout ça. Alors, je vais d'abord prolonger ma question en vous demandant quelque chose de très simple. Que diriez-vous à quelqu'un qui aurait le tort de ne jamais avoir entendu parler du château de Bogart pour lui présenter, pour lui raconter ce château, mais en quelques mots? Eh bien, je lui dirais, venez voir ce château parce que vous retrouvez sur place tout ce qui a été mis en place dans l'esprit des Lumières à la fin du XVIIIe. Rien n'a changé, il n'y a pas de verrue. Et tel que les choses existaient avant la Révolution, quand le personnage est parti en émigration, on les retrouve sur le premier cadastre de 1807, alors qu'il n'y a pas eu de travaux entre son départ et ce cadastre, et on les retrouve aujourd'hui de manière similaire quand on va visiter. Je trouve que ça, c'est quelque chose que je trouve très vivant. On est imprégné de ces idées, de cette volonté d'ouverture d'esprit et d'ouverture sociale. Moi, c'est ça que j'aime. Alors, je reviens justement à cet article publié sur le site vuedailleurs.com. On le voyait à l'écran. Il explique votre participation à cette émission aujourd'hui. Le château de Bogart qui est décrit comme offrant tout particulièrement un témoignage des Lumières de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi un focus sur cette période spécifiquement? Parce que on est totalement dans cet esprit au moment de la création. Donc j'utilise, je rappelle la métaphore. On a un axe qui est l'axe est-ouest, sur lequel se lève le soleil. Le soleil se lève à l'est sur une pelouse de forme ovale. C'est un œuf, c'est la symbolique de la vie. Il est à son zénith au-dessus du château et il continue sa course sur une perspective qui fait à peu près 8 à 900 mètres. Il va se coucher sur les collines qui sont en face. C'est la course du soleil, mais c'est également la course de la vie de l'homme, avec la naissance sur la partie qui est symbolisée par l'œuf, la maturité de l'homme quand le soleil est à son zénith, et puis la vieillesse et la mort. Cette course du soleil et de la vie de l'homme, elle se retrouve également symboliquement sur un axe qui est l'axe nord-sud. Au nord, il installe un jardin qui existe toujours avec des allées en cours, des intersections qu'on découvre, on ne sait pas quelle allée prendre. C'est toutes les questions qu'on se pose dans la vie, où est le bien, le mal. Et il réalise un jardin au sud qui est formé de 7 triangles, 6 triangles convergents et un 7e sur le côté. On est donc dans ce qu'on appelle le jardin de la connaissance et les 7 triangles symbolisent les 7 membres d'une loge. Voilà, c'est ça qui est intéressant parce que c'est la symbolique du XVIIIe dans la franc-maçonnerie telle qu'on peut également la constater aujourd'hui. C'est absolument intéressant, donc on peut venir visiter le château de Bogart, un château que vous faites vivre au travers d'animations culturelles où on peut organiser des événements privés également, c'est bien ça ? Absolument. Et ce témoignage dont on parle, les gens peuvent le visiter à l'extérieur, mais peuvent le visiter également à l'intérieur. Et dans un des salons du château, on retrouve une marqueterie qui est formée de 9 bois adhésifs différents, avec une symbolique maçonnique qui est claire. Il y a la chaîne de vie qui est symbolisée par une grecque, le motif de la grecque, et puis une couronne de feuilles d'acacia qui symbolise la maîtrise, quelqu'un qui est maître maçon. L'acacia étant un arbre symbolique en maçonnerie. Et alors, tout ça aujourd'hui est visible. Et alors, la bonne surprise, c'est également qu'on peut séjourner dans le château. Vous mettez en location des chambres pour le grand public, si j'ai bien compris. Absolument, des chambres, et on a 2 appartements à l'étage, au 2e étage, un qui est actuellement occupé et un autre qui est en rénovation pour accueillir justement du public qui peut être intéressé pour passer quelques jours dans un lieu similaire. Alors combien ça coûte et surtout à ce prix-là, est-ce que vous nous promettez vraiment la vie de château, peut-être un instantané de la vie du passé de ce château ? Alors écoutez, oui, le prix, je ne sais pas si je vais le donner ici le prix, mais enfin, il suffit qu'on prenne contact et puis en fonction de, je dirais, si c'est... Alors au moins l'expérience. Voilà, pour exemple, une salle de réception pour environ 170 personnes avec tout l'ensemble qui est mis à disposition coûte environ 3 900 €.
Voilà. Les chambres sont en plus, les logements sont en plus, mais on pratique des prix très raisonnables parce que ce que l'on veut, c'est effectivement attirer une population. L'idée a toujours été de dire, on veut que les gens qui viennent se marier là, on les considère comme des cousins. C'est nos cousins qui viennent se marier, donc on ne cherche pas à faire du fric pour faire du fric, on cherche que les gens soient bien, se trouvent bien et gardent un très bon souvenir de ce lieu dans lequel on est heureux. Bien, merci à vous Baudouin Capel, vice-président des Amis du Château de Bogarts. Vous nous avez fait découvrir ce château somptueux, séculaire, mythique. Et c'est ainsi que s'achève sur cette note patrimoniale ce JT de vuedailleurs.com. Rendez-vous vendredi prochain pour le prochain numéro de la saison, le dernier avant la trêve estivale. D'ici là, je vous invite à consulter le site de vuedailleurs.com, le site de tvfmedia.fr également. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.